Bienvenue dans le 56cast cette semaine. Cette semaine, on va parler des traces, non pas de celles qu'on laisse sur Internet, mais de celles qu'on va laisser dans l'avenir du futur. Demain, on est déjà dans l'avenir. Et on va aussi parler dans le potager du web, on parlera de Game of Thrones, comment cette série et ce livre, enfin surtout cette série, ont imprégné la culture web. On parlera aussi, si on a le temps, de Lulu, une application mobile qui permet de noter surtout n'importe quoi, enfin surtout des mecs en fait. Et on va parler aussi dans le quartier libre avec notre chroniqueur Rémi Mathis de Wikimedia France. Bonjour Rémi. Bonjour. On va parler de comment est-ce qu'on forme les utilisateurs à l'écriture, à la mise à jour d'articles sur Wikipédia et aussi du concours Wiki Loves Monument dont on avait peut-être déjà parlé ici, ou peut-être cette édition ou l'édition précédente, enfin on a déjà dû l'évoquer, et qui vient de se terminer avec les lauréats et donc on en parlera très vite. Non, on aura le temps en fait. Pourquoi très vite? Non, on aura le temps. Parce que c'est moins vite que... Enfin non, plus vite que l'autre news parce qu'elle est plus... Il y a plus de choses à expliquer. Bonjour Camille. Bonjour. De quoi on va pas parler par ailleurs? On va pas parler de Decathlon qui a sorti un téléphone. Ça s'appelle le Quechua Phone, comme les tentes exactement. Sauf que c'est... Je sais pas comment on dit. Enfin, comme les... Faut pas dire de marque, mais c'est pas grave. Mais bon, ça fait partie. Oui, c'est vrai. Bah oui, mais bon, c'est comme les tentes, sauf que c'est un téléphone. Il résiste au choc, à la boue, à l'eau, au sable, au froid et à la neige, donc on peut aller camper avec. C'est formidable. Selon un rapport de Baidu, il y a 270 millions d'utilisateurs actifs d'Android en Chine, soit plus de 20% de la population totale de la Chine. Donc ça fait beaucoup. Le responsable de la régulation d'Internet en Chine, qui s'appelle Ren Xianlang, nous dit qu'il est très très content de l'efficacité de la censure dans son pays et que Internet, je cite, est devenu propre. La fréquence des calomnies a diminué et cela n'a pas eu d'influence sur la diffusion des informations. C'est formidable. C'est formidable. Non mais Internet, c'est mieux quand même. Depuis quelque temps, on voit le truc, c'est mieux. D'ailleurs, sur Facebook, ça ne s'arrange pas. La page de la Voix du Nord a été supprimée, a été fermée. Juste fermée. Et pourquoi? Parce que le journal avait posté une photo de mammographie. Oh my god, mon Dieu. Heureusement, Facebook était là. Facebook a fermé la page de la Voix du Nord. On se souvient des journaux qui avaient posté l'origine du monde, notamment, et ce genre de choses. Et donc on a appris que c'est pas des gens qui qui font ce genre de reconnaissance de photos, mais c'est des algorithmes qui cherchent des tétons sur les photos. Et là, ils avaient trouvé un téton. Le nipple algorithme. Et du coup, Zuckerberg se dit très content de l'efficacité de son système sur Facebook. Facebook est devenu propre. La fréquence des seins a diminué et cela n'a pas eu d'influence sur le succès toujours hallucinant de mon réseau social. Ça, c'est une blague. Non, c'est une blague. Mais pas la page de la Voix du Nord. Non, pas la Après être sorti sur Android et iOS, Mega Upload, enfin maintenant on l'appelle Mega, débarque sur Windows Phone. Selon l'ARCEP, la France compte 1,8 million d'abonnés au très haut débit fibre, soit 12,5% de plus qu'il y a un an. Et moi, je viens de perdre la mienne parce que j'ai déménagé, je suis hyper triste. C'est super intéressant, dis donc ce que tu racontes. Aux 3 premières places du top des recherches de Yahoo en 2013, nous avons, attention, c'est super intéressant, Kate Middleton et le prince George. Première place. La crise en Syrie. Deuxième place. Nabila. En fait, il faut chercher les deux intrus, pas l'intrus. Et enfin, Google Street View est passé à Venise. Google Street View en pirogue, c'est formidable. Pas en pirogue, non, c'est pas en pirogue. C'est des gondoles. C'est des gondoles. C'est pas grave. C'est pas grave. Et il a aussi pris... Non, mais on va pas couper au montage, c'est pas grave. Il est aussi passé dans des aéroports et des gares. Oui, voilà. des lieux de transit. Et lieux de transit. Et on passe à l'actu. On en a déjà parlé dans ce 56cast de ces données comportementales, mais on va aller plus loin, on va s'intéresser de plus près au sujet. Alors les données comportementales, c'est l'opposé des données qu'on remplit nous-mêmes. Finalement, ces données, alors on peut remplir l'âge, sexe, les photos, les parents, tout ça, la ville, le travail, tout ça. Sur Facebook par exemple. Sur Facebook, on les remplit nous-mêmes, c'est volontaire, et en plus, donc c'est volontaire, donc on sait ce qu'on met. Et puis il y a tout le reste. Il y a les données comportementales, sur quel lien est-ce qu'on clique, où est-ce qu'on regarde, enfin ça c'est pas encore, mais on va voir. La géolocalisation, ce genre de choses. Alors en fait il y a plein de différences entre les données
explicites et les données démographiques, voilà, ils appellent ça les données démographiques et les données comportementales. La principale différence, c'est que les données comportementales ne mentent pas, et c'est pour ça qu'elles intéressent beaucoup ceux qui aiment les données. Notamment Facebook. C'est Ken Rodin, le chef du département analyse chez Facebook, qui a expliqué la différence dans le Wall Street Journal, donc entre, pour eux, les données démographiques et les données comportementales. Les premières servent à comprendre, en gros, qui sont les internautes, et les deuxièmes servent à comprendre ce qu'ils font sur Internet. Et ça, c'est toutes les données, comme tu disais, qui piquent sans qu'on s'en rende compte. Quand on visite un profil, nous, on peut pas savoir qui a visité notre profil, mais eux, ils savent très bien qu'est-ce qu'on regarde, sur quoi on clique, et ils aimeraient bien savoir aussi sur quoi on ne clique pas, mais juste qui a attiré notre regard, parce que ça, ils ne le savent pas, c'est ce qui se passe en dehors de l'écran. Et pour le savoir, ils sont en train de tester en ce moment un système de pistage du curseur. Donc ils vont surveiller en fait la totalité de l'écran pour savoir si notre curseur a traîné sur telle pub ou si on est resté particulièrement longtemps sur une actualité dans le fil d'actualité qui nous a intéressés, ou aussi sur mobile, quelle est la partie de la page qui est affichée à l'écran. Quand on fait défiler notre page d'accueil, si on s'est arrêté quelques secondes sur une photo, ils savent que celle-là en particulier nous a intéressés, et ça va leur servir par exemple à affiner le ciblage publicitaire toujours plus précisément. Et du coup, tout de suite négatif, tu parles de publicité, c'est à améliorer l'expérience utilisateur. C'est ce qu'ils expliquent, ils le disent eux-mêmes, c'est pour améliorer. Tout de suite, je comprends pas, c'est négatif aussi. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des petites paillettes et des guirlandes qui clignotent autour des actualités qu'on préfère, c'est ça? Ils vont la transformer en gif animé. Juste pour nous plaire. Ouais, voilà, pour Noël. C'est ça. Oui, bien sûr, d'accord. Donc je disais, pour la publicité ciblée, pour la cibler toujours plus précisément, ils sont en train de tester ce système, et s'ils trouvent que c'est pertinent, moi je ne sais pas si ça va être pertinent, parce que c'est pas parce que je regarde une pub que je vais aller mettre mon curseur dessus en même temps pour bien montrer que je la regarde. S'ils trouvent que c'est pertinent, ils vont le généraliser sur Facebook dans quelques mois ou dans quelques années. Mais ça encore, c'est la partie gentille, parce que ce qui va arriver bientôt... C'est autre chose. Oui, c'est la géolocalisation fine, et puis de toute façon, Facebook, il faut pas oublier non plus qu'ils savent aussi où est-ce qu'on va sur le web en plus, dans les données comportementales, et non seulement ce qu'on fait sur Facebook, mais avec les petits boutons like qui sont un peu partout sur les pages, ils savent, disons, la moitié, les 3/4 de notre surf, en dehors de Facebook. Ouais. Et dans le genre, ce qu'ils savent qu'on regarde avant même qu'on ait cliqué sur le bouton de la souris, plus intéressant que la position du curseur, il y a la position des yeux. Et ça a déjà commencé notamment avec les smartphones. Là, on a les smartphones les plus récents, ils sont capables de voir si on regarde l'écran, si on regarde pas l'écran. Si on le regarde pas, il s'éteint pour économiser la batterie. Si on le regarde, il reste allumé pour qu'on puisse continuer à lire. Si on baisse le regard, il y en a même qui font défiler les pages automatiquement. Alors ça doit être insupportable, j'ai pas essayé. Mais la page défile toute seule parce qu'elle voit qu'on a fini de lire ce qui était déjà à l'écran. Et donc à partir du moment où ils savent où on regarde dans l'écran, ils savent aussi enregistrer ce trajet de la pupille. Donc ils vont le faire. À partir du moment où ils savent faire quelque chose, généralement la nouvelle philosophie dans la Silicon Valley, c'est si on peut le faire, on va le faire. Ça se posera la question après de est-ce que c'est bien de le faire ou pas. Il y a notamment un des ingénieurs de Google qui était en charge, enfin non, même pas ingénieur, un vice-président de Google qui était notamment en charge de Google Now et ce genre de choses, qui avait expliqué, qui avait très bien dit, en fait Google Now c'est quand même le truc qui enregistre toutes nos positions, qui est capable de prédire si on va aller au travail, si on est en week-end, si la météo, ce genre de choses. Ils ont dit on pouvait le faire, alors on l'a fait quoi. Et donc c'est un peu la philosophie générale, on peut le faire. Alors c'est vrai qu'il va y avoir, on le sait, on va pas sortir des évidences trop grosses quand même, il va y avoir plein d'évolutions technologiques dans les années à venir, mais en fait il faut toujours être attentif à quelles sont les nouvelles traces qu'on va laisser. On sait qu'il va y avoir les Google Glass qui vont arriver l'année prochaine, les montres connectées qui vont... Alors les montres connectées, ça ne va pas marcher, mais pour ceux qui en utilisent, elles vont se mettre à compter le nombre de pas, enfin le quantified self, comme on appelle ça. Ça, c'est une nouvelle information, le nombre de pas fait dans la journée. Ça, ce sera stocké. Et voilà. Et même au niveau de la géologue, ça va de plus en plus... Enfin, c'est de plus en plus précis. Dans la catégorie données comportementales et traces qu'on laisse sans le savoir, on est même capable de repérer maintenant la localisation d'un smartphone au centimètre près. Par exemple, j'ai découvert qu'il y a Microsoft qui a déposé un brevet en avril de cette année pour savoir où se situe un client dans un magasin au centimètre près devant son rayon. Ils servent d'émetteurs et de récepteurs d'ultrasons avec le téléphone pour faire ça plus précisément que le GPS. Et donc, ils savent que si tu es devant ce coffret DVD depuis un quart d'heure, c'est que ce coffret DVD t'intéresse
passer. Et peut-être que dans ce cas, on pourrait t'envoyer un petit message avec une petite réduction sur ce coffret DVD, Moi, puis comme ça, si tu je vas reste l'acheter. devant un coffret DVD pendant un quart d'heure, il faut appeler les secours. Ou autre chose. C'est pas grave. Non, mais oui, de toute façon, ils sont les seuls. Non, ils sont pas les seuls sur cette technologie. Non, ils sont pas les seuls. Eux, ils ont déposé la géolocalisation précise par ultrasons. Mais après, on peut avoir d'autres systèmes pour savoir où on se situe dans le rayon. Et d'ailleurs, c'est déjà en test à Chicago. Donc, c'est vachement plus avancé que ce qu'on croit. Le futur est pas si loin que ça. On va parler maintenant de Wikipédia, du mois de la contribution sur Wikipédia. Mais avant, c'est la tradition. Je sais, ça peut sembler bizarre, ça s'appelle la virgule what the fuck. On regarde. The odds of catching anything might seem hopeless, but not to him. Non, on ne prendra pas ça comme une allégorie du mois de la contribution de Wikipédia, ça n'a rien à voir, c'est la virgule what the fuck. Rémi Matisse, donc de Wikimedia France, bonjour, enchanté, c'est super de t'avoir ici, franchement. Donc en fait, on va un peu parler du mois de la contribution. C'est quoi, au juste ? Alors, le mois de la contribution, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise pour essayer d'approcher des Wikipédiens en grand nombre, qui a été mis en place pour la première fois cette année au niveau francophone. C'est-à-dire que, suite à des travaux qu'on avait faits lors du Forum de la francophonie à Québec en 2012, on s'est dit que les différents chapitres Wikimedia, donc Wikimedia Canada, France, CH, Suisse, et les chapitres belges et tunisiens qui sont en cours de constitution allaient se rapprocher, essayer de faire plein de choses ensemble pour faire en sorte que la Wikipédia francophone fonctionne bien. C'est vrai que donc, en fait, il y a des Wikimédia par pays, mais la Wikipédia fr.wikipedia.org, c'est la Wikipédia francophone. Voilà. Donc on a tout intérêt à travailler ensemble et on s'est dit donc qu'on allait se regrouper pour faire en sorte, pendant le mois d'octobre 2013, de travailler tous ensemble à ramener du sang neuf sur Wikipédia, donc sur la Wikipédia francophone. Et donc on a créé plein d'ateliers de contribution dans différentes villes de la francophonie pour faire en sorte que toute personne qui sait que Wikipédia existe et que c'est pas si mal que ça finalement puisse apprendre à faire des modifications, vienne se former, rencontre d'autres Wikipédiens et donc finalement deviennent des contributeurs actifs au terme. Alors ça se passe comment ? Ça se passe comment Alors ça se passe comment à l'origine, on a généralement un Wikipédien qui se dit tiens, ça serait bien que je fasse un atelier dans ma ville, parfois en relation avec une institution locale qui pourrait être la bibliothèque municipale comme à Périgueux, la bibliothèque universitaire comme à Montréal ou à Angers, qui pourrait être le musée, qui pourrait être une cantine, etc. Et qui donc va dire ce samedi, on va tous se retrouver. Le matin, on fera éventuellement une petite conférence, explication de ce qui se passe. Et ensuite, on va se retrousser les manches, se créer des comptes et voir ce que ça veut dire réellement de cliquer sur le bouton modifier sur Wikipédia. Qu'est-ce qu'il faut qu'on sache, comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'on met des mots entre double crochet pour faire un lien et tout ce qui permettra de faire en sorte que les gens auront plus peur de corriger une faute d'orthographe dans un premier temps et dans un second temps de rédiger des articles entiers. Et d'avoir le label article de qualité. Voilà, beaucoup de travail. Après beaucoup de travail, ça n'arrive pas tout de suite, l'article de qualité quand même. C'est quel genre de gens que vous approchez pour ces ateliers? C'est extrêmement divers, c'est ça qui est intéressant justement, c'est que on a des gens qui sont les geeks locaux, il y a eu un certain nombre d'ateliers qui ont été organisés en relation avec des associations très du monde du libre, etc. Mais on a aussi vraiment monsieur tout le monde qui passe complètement par hasard dans sa bibliothèque et qui voit, tiens, il y a des gens sur un ordinateur, on est en train de travailler sur les monuments historiques de Périgueux, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? C'est intéressant. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet d'amener sur Wikipédia des gens qui n'étaient pas auparavant et de sortir un petit peu du paradigme. Le Wikipédien est un jeune urbain diplômé de moins de 30 ans, homme, et de faire en sorte que votre mère se retrouve sur Wikipédia aussi. Et je fais juste une parenthèse, tu parlais des doubles crochets, mais on n'est pas passé en interface WYSIWYG maintenant Si, il paraît qu'il y en a qui l'utilisent, les Wikipédias traditionnels restent quand même très avec l'ancienne méthode. Mais c'est la catégorie de ceux que
Tu éditais le HTML sur Notepad. C'est et ça, voilà. exactement. C'est ça. Mais c'est une très bonne idée de mentionner ça, c'est que justement c'est exactement la même problématique. C'est vraiment à la fois par le WYSIWYG et qui fait que toute personne qui sait faire un texte dans Word peut faire une modification sur Wikipédia maintenant. Parenthèse WYSIWYG, c'est donc what you see is what you get. Donc on voit à l'écran exactement comme ça sera affiché après sur l'article. Les mots en gras sont en gras. Voilà, il n'y a pas de signe cabalistique. Il suffit qu'on clique sur lien pour faire un lien et on n'a plus besoin de savoir de quelle manière on fait un lien ou on met une photo parce que c'est vachement facile. Et donc cette nouvelle interface qui a été donc implémentée il y a quelques mois et ces ateliers, c'est la même chose. C'est vraiment faire en sorte qu'il y ait plein de gens sur Wikipédia et des gens très divers, en partant du principe que Wikipédia fonctionne à partir du moment où il y a suffisamment de gens qui sont présents, qui surveillent ce qui se passe sur les articles, qui rédigent des articles sur des thèmes qui n'auraient pas forcément été ceux qui intéressent au premier abord le geek moyen. Et donc, plus il y a de diversité, mieux Wikipédia fonctionne, quoi. Et du coup, hein, alors, il y a eu des rumeurs, enfin, il y a eu des articles qui ont été écrits sur la diminution du nombre de contributeurs de Wikipédia. Enfin, moi, d'une part, ça m'a pas semblé alarmant, mais est-ce que c'est pour remédier? Il faut toujours du sang neuf. Il y a des gens qui se fatiguent naturellement. Je pense que des années en tant qu'administrateur Wikipédia, il faut quand même avoir les épaules pour tenir, parce que ça a l'air quand même assez demandeur de temps et d'investissement. Il faut renouveler constamment le pool. Oui et non. La baisse du nombre de contributeurs sur Wikipédia, c'est sur la Wikipédia anglophone. Et quand vous avez des journalistes qui disent ça en France, c'est généralement qu'ils ont traduit un article anglais au lieu de faire leur propre recherche. Ce qui est mal, puisque toutes les statistiques sont librement disponibles. Il n'y a aucun problème pour faire une enquête sur ça. C'est très bien. Je vous félicite. Moi, je précise. Camille l'a pas écrit parce que c'est Camille qui a écrit les articles. En revanche, c'est sûr que sur Wikipédia, ça va, ça vient. Et que donc, si jamais il y a des gens qui partent tout simplement parce qu'ils passent à autre chose, qu'ils ont des enfants, qu'ils ont un boulot, ce qui arrive à des gens très bien, il y a besoin que des gens les remplacent et que donc il est toujours important qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent au fur et à mesure. On n'est pas très inquiet parce que la génération actuelle qui arrive, qui commence à faire ses études supérieures, sont des gens qui ont fait tout leur secondaire avec Wikipédia. Donc a priori, ça leur semble normal d'être sur Wikipédia. Ils n'ont plus ce rejet qu'on pouvait voir chez certaines personnes encore en 2007. Mais il est important qu'ils comprennent que Wikipédia, c'est pas seulement lire des infos intéressantes, mais qu'elles sont là que si on contribue, et donc faut s'y mettre. C'est quoi juste pour terminer sur ce sujet, on va parler de Wiki Loves Monument, mais c'est quoi, comment est-ce que toi, par exemple, tu introduirais la modification d'un article sur Wikipédia? À quel moment on le fait? C'est quoi les règles, la base? Les règles de base pour éditer Wikipédia. Alors, il y a de très nombreuses règles et c'est pour ça que c'est pas forcément facile et qu'on a besoin de ces ateliers. Mais la base de la base, c'est essayer de prendre du recul par rapport à son ressenti personnel. Donc ne pas vouloir dire la vérité qu'on sait dans son cœur et pour se battre contre le complot qui empêche de dire ça. Si on part sur cette manière de faire, c'est déjà mal barré dès le début. Et donc c'est surtout trouver des sources neutres et se dire en prenant le plus de recul possible, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce que les gens, d'une manière générale, ceux avec qui je suis d'accord et ceux avec qui je suis pas d'accord, pensent sur ce sujet-là et quelles sources je peux trouver pour faire comprendre ces différents points de vue sur ce sujet. Et si on part sur ça, en dehors de toutes questions techniques qui sont pas si compliquées, c'est déjà bien parti. Alors, pour enrichir Wikipédia, il y a évidemment l'édition, la création d'articles, et puis il faut enrichir les articles eux-mêmes avec des photos. Et là, quelle édition? Aucune idée. Alors, Je me tourne vers toi. C'est la 4e édition de Wiki Loves Monument et c'est la 3e en France. D'accord. Je vous présente ce que c'est du coup peut-être, ça sera peut-être plus clair pour tout le monde du coup. Et donc Wiki Loves Monument, c'est donc un grand concours de photos de monuments historiques. Qui a été créé donc en 2010 aux Pays-Bas. À partir de 2011, ça a été à l'échelle européenne. Et depuis 2012, c'est au niveau mondial, avec plein de pays qui participent, et même des pays qu'on n'attend pas, et c'est ça qui est chouette. Et donc, on a choisi les monuments historiques pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est des sujets de geeks, qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui, à partir du moment où ils ont des listes de bâtiments, ils sont super intéressés et ils vont photographier tous les monuments historiques du département de la Charente et voilà. En fait, une checklist des monuments de la région, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Les nouveaux sujets de geek. Avant c'était Star Wars, c'était Star Trek, c'était... maintenant, c'est les voilà, monuments. c'est ça. Et aussi parce que le ministère de la Culture a une liste officielle qui est publiée en open data. Et
donc, on peut récupérer le numéro d'identifiant de chacun de ces monuments historiques. Donc, on peut traiter ces informations de manière très très aisée. Donc, à partir de ce moment-là, on ouvre un site internet avec une interface qui permet, là encore une fois, à votre grand-mère de participer, qui va dire aux gens, près de chez vous, vous avez tel ou tel monument historique, on n'a pas de photo, ce serait chouette que vous preniez une photo. Il la charge dans Wikimedia Commons, qui est donc la base de photos liée à Wikipédia. Ils mettent le petit identifiant de la base Mérimée du ministère de la Culture, ce qui fait que même si leur description est toute pourrie, on sait ce que c'est, et il y aura d'autres Wikipédiens qui repasseront pour faire une description qui est meilleure. Et comme ça, ça permet de faire en sorte que on ait plus de 27 000 monuments historiques français qui ont une photographie maintenant, c'est-à-dire plus que la base du ministère elle-même, et que on ait ce gigantesque concours qui se passe au niveau mondial, qui est super utile pour Wikipédia, mais qu'en même temps une grande fête, et une manière aussi pour tous les gens de découvrir le patrimoine qui est près de chez eux. Et donc cette édition-là, ça a été un... Pardon, excuse-moi. Oui, non, en plus, il y a un petit esprit de compétition, parce qu'il y a des gagnants, il y a quelques prix à la fin. Et ça, c'est vraiment pour motiver les gens. Les prix sont plus symboliques qu'autre chose. Mais si on en parle maintenant, c'est justement parce que la remise des prix a eu lieu à la Cité de l'Architecture vendredi passé, où donc on a pu faire venir à Paris les lauréats qui ont reçu leur petit prix. C'était aussi l'occasion de visiter le musée, de faire connaissance tous ensemble. Et ce qui est chouette aussi, c'est que ça fonctionne vraiment par lieu, c'est-à-dire c'est les monuments historiques français, mais parmi les 10 lauréats principaux, on a trois étrangers, dont une personne qui vient de Hong Kong. Donc c'est aussi une manière de montrer que ces sujets dont on a longtemps pensé que ça intéressait personne, en fait, dès qu'on se donne les moyens de faire savoir aux gens que c'est intéressant et que c'est chouette et qu'il y a plein de choses à faire, les gens sont très intéressés au niveau international et ça fonctionne très bien, quoi. Ça, c'est assez classe. Ouais, c'est classe. C'est formidable. La culture, le savoir, finalement, des sujets de geek. Voilà. C'est ça. Et on s'amuse bien et on visite plein de châteaux au fin fond de la Haute-Saône, et donc c'est marrant. On mettra les 3 plus belles photos qu'on diffuse pendant qu'on parle. Il y a le pont Saint-Bénézet à Avignon, dans le sud de la France, par Chiu Goran. Je ne sais pas comment ça c'est censé se prononcer. C'est peut-être lui qui vient de... La tour génoise de Porto au soleil couchant par Mirabella et le portail Saint-Laurent de la cathédrale de Strasbourg. Et elles sont vraiment super belles. Alors, on mettra les liens sur libération.fr. Ouais. Bien sûr. C'est le moment, merci Rémi. C'est le moment où on va parler, on est déjà un petit peu là, bon, mais bon, ça va aller. On va parler, c'est dans le potager du web, on va parler de Game of Thrones. C'était en 2011 la première saison de Game of Thrones, la série, 13 épisodes qui reprennent la saga Song of Ice and Fire de George R.R. Martin, une saga qui n'est pas terminée, 5 tomes parus et il y en a 7 au final. On attend le 6e avec impatience. La saga qui est donc Song of Ice and Fire qui a été adaptée en série télé sur HBO avec le nom Game of Thrones, qui est le nom du premier tome. Voilà, bon. Je décris, de toute façon vous l'avez tous vu. Alors on fait un petit warning, on s'interdit pas forcément les spoilers. On va essayer de faire attention, mais on promet rien. Voilà, on promet rien. Si vraiment vous avez pas vu Game of Thrones et que vous êtes un allergique absolu aux spoilers, vous pouvez soit zapper. Non, couper le son, soit aller en dessous la fenêtre là et avancer un petit peu si vous regardez sur le web. Bref, Game of Thrones est venu avec son slogan, on va dire ça, qui déjà a fait beaucoup et est devenu un slogan sur le net. On écoute. C'est la bande-annonce de la saison 1. Winter's coming. Winter is coming. Évidemment, winter is... L'hiver vient. L'hiver vient. Et il y avait cette phrase, alors, qui parle, c'est Ned Stark, donc un des personnages principaux de la saison 1, qui parle et qui annonce, parce que dans le royaume de Westeros, dans les 7 royaumes, pardon, de Westeros, il y a les hivers, c'est pas hiver-été, c'est quelques années d'été et quelques années d'hiver. Et ça fait très, très, très longtemps qu'il n'y a pas eu d'hiver. Et là, l'hiver arrive. Il va falloir se préparer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, brace yourself, winter is coming, qui est devenu une image même qui a été bien sûr détournée. Brace yourself, préparez-vous.
n'importe quoi is coming, on a the shitstorm is coming, tout ce qui est attendu, tout ce que on peut s'attendre, on peut en réutiliser le imminent Ned, c'est l'image qu'on voit, je suppose, à côté de nous sur l'écran, et une autre des phrases de Game of Thrones qui a fait beaucoup parler, c'est saison 2, épisode 7, c'est Ygritte qui est au nord du mur, pour ceux qui connaissent, c'est qui dit la belle sauvage. La belle sauvage, et qui dit une phrase assez définitive au jeune Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. Il le dit 3 ou 4 fois, c'est peut-être aussi pour ça que ça finit par rentrer. C'est pour ça. You know nothing, Jon Snow. Tu ne connais rien, Jon Snow, et qui est devenu évidemment une réplique assez simple à utiliser sur le web. On continue sur la série avant d'aller. Oui, alors sur la série, il y a un truc, c'est le record absolu de téléchargement en peer-to-peer. Ça a cartonné. C'est la 3e saison qui a été diffusée en 2013, au printemps 2013. C'est plus de 5,5 millions de téléchargements peer-to-peer en moyenne par épisode, sachant que en fait ça n'a pas du tout posé problème aux créateur de la série. Ni au créateur, ni à l'audimat général de la série qui augmente qui augmente de la même manière. C'est-à-dire, la série, la saison 3 était regardée par 5,2 millions de téléspectateurs en moyenne, téléchargé 5,5 millions. C'est qu'en fait, on le télécharge et on le regarde juste après la diffusion aux États-Unis parce que tout le monde en parle et que du coup, on est obligé de le regarder aussi parce qu'on peut pas faire autrement. Et après, quand ça passe à la télé, on le re-regarde tellement c'est bien. C'est ça, c'est l'idée. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment le record absolu. Et du côté et de Time Warner et de HBO, eh ben, ils s'affolent pas forcément. On a quand même le PDG de Time Warner, Jeff Bezos, je sais pas comment ça se prononce, qui a dit que être la série la plus téléchargée, c'est mieux qu'un Emmy Awards. Quand même, c'est pas faux en même temps, hein. On a le public, adhésion du public, et il y a Michael Lombardo, directeur des programmes de HBO, qui a dit que pour lui c'était quand même une sorte de compliment. Donc, sur la chaîne qui diffuse la série. Sur la chaîne qui diffuse la série, chaîne payante, qui plus est, qui ne vit pas de la pub, hein. Donc vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, tu parlais de pourquoi est-ce qu'on se dépêche de regarder Game of Thrones après la diffusion télé? Eh bien, tout simplement parce que dès qu'il se passe un truc, et il se passe souvent un truc dans Game of Thrones, il ne faut plus regarder Twitter, il ne faut plus regarder Facebook parce qu'on se fait spoiler la gueule, mais à une vitesse, c'est assez incroyable. C'était c'était le 2 juin 2013, entre 21h et 22h, heure de la côte Est aux États-Unis. C'était l'épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones. Game of Thrones est arrivé en trending topics sur Twitter directement. Et alors c'était Oh my God, Game of Thrones, what the fuck, etc., etc. On voulait pas en savoir plus, on a arrêté Twitter jusqu'au moment où on a pu regarder. On vous en dira pas plus. L'épisode, le passage, ça s'appelle The Red Wedding, le mariage rouge. Et on a eu quand même la meilleure réaction, c'est sur Vine. Je sais pas si vous connaissez, c'est sur ce petit système, le petit service vidéo de Twitter qui permet de poster des vidéos de 6 secondes, un peu montées cut. Et là, on a eu Maisie Williams, l'actrice qui a joué Arya. Et c'est à ce moment-là où vous pouvez couper le son si vous voulez pas le savoir. C'est en anglais. Et donc c'est une vidéo de 6 secondes. They dead, like so dead, like OMG dead. My mother and brother are dead. Voilà. Alors, en fait, en plus, cette vidéo est complètement incroyable. Donc, postée sur Vine par Maisie Williams au lendemain de la diffusion de Game of Thrones. Sachant qu'en plus, sur Vine, les vidéos sont en boucle. Et donc, en fait, on voit cette vidéo. Ça passe 25 fois. Voilà, c'est ça. Et enfin, en vrac, très très vite, parce que très très vite, on a eu des effets spéciaux réalisés par Blue Bolt. Et là, on va demander à notre opérateur vidéo de se réveiller. Des effets spéciaux commandés par Blue Bolt. Il y en a eu un par saison, donc où ils montraient un peu les effets spéciaux dans la série. C'était toujours des vidéos assez impressionnantes. On va voir.
ça a été en s'améliorant hein, année après année, évidemment les budgets augmentant, les budgets explosant année après année. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Juste, il y a eu des images, le trône de fer imaginé par l'artiste Marc Simonetti, qui est le trône de fer façon George R.R. Martin, comment il avait imaginé, parce que le trône de fer de la série est à taille humaine. Ouais, il est un peu petit joueur hein, par rapport au trône tel qu'il est décrit dans le bouquin. Et puis ça a inspiré les internautes, bien sûr, sur tous les moyens d'expression habituels, dont Minecraft, où il y a des espèces de tarés qui ont recréé en fait le royaume de Westeros en entier, c'est-à-dire à l'échelle d'un pays en cube. Et ça c'est assez impressionnant. Westeroscraft, il y a une vidéo assez complètement dingue. Complètement dingue. Et voilà, ils ont recréé, mais vraiment à l'échelle, on peut se balader dans Westeros. Oui, c'est un truc. Je pense qu'il faut 1 an pour se balader à l'intérieur du jeu dans le pays. Si on avait eu le temps. Si on avait eu le temps, on aurait parlé de Lulu. En même temps, c'est une application tellement affligeante que c'est pas bien grave. Je suis pas triste si on n'en parle pas. Parce que le principe de Lulu, c'est que les filles mettent des notes aux mecs. Alors, comment on sait que c'est que les filles qui participent? Eh ben, c'est simple, elles participent à leur compte Facebook et c'est vérifié. Il y a seulement les filles qui sont autorisées. Et là, elles notent les mecs sur leur humour, sur leur manière, leurs ambitions ou leur engagement. Par exemple, un mec qui pense à autre chose, qui a d'autres priorités en tête que sa relation amoureuse, eh ben, il a une mauvaise note. Alors que le mec qui veut se marier, il a une bonne note. Le mec qui fume, il a une mauvaise note. Le mec qui offre des fleurs à sa belle-mère pour son anniversaire, il a une bonne note. Le mec qui aime les bébés, il a un point bonus. Voilà, c'est Lulu et ça cartonne. Il y a 1 million d'utilisatrices, paraît-il, et il serait temps que ça s'arrête parce qu'on est en 2013. Ouais, on est en 2013. En même temps, on avait vu un nuage de tags qui était absolument déprimant. Il faudra le retrouver. Ouais, sur les mots les plus utilisés par les gens sur Facebook. Les mots les plus utilisés par les adolescentes sur Facebook. Et je suis pas sûre que c'était les ados, c'était les hommes et les femmes. Et les femmes américaines sur Facebook, il y avait un souci. Et les hommes aussi. Enfin, ça parle de fleurs et d'amour et de bébés, et puis voilà. C'est tout. Et comme d'habitude, on termine par des poils. Ouais, c'est un chien et un chat, il n'y a rien à dire. Un chien, un chiot, ça fait un chiot, pas un chiot. C'était des poils et merci Rémi Mathis de Wikimedia France d'être venu nous parler dans notre quartier libre de comment on forme les gens à faire des articles et de Wikimedia Love Monuments Wikimedia Love Monuments. Wiki non. pour. Wiki Love Monuments. Je vais y arriver. Voilà. Voilà. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine sur No Life et sur Libération. Salut. Ciao.